On est ensemble pour une rencontre autour du cinéma. Alors, je voulais juste un peu reposer le cadre. Alors, l'idée de cette rencontre est venue... c'était une proposition de la présidente Anne-Marie Hennequin-Botkovitz d'inviter Monsieur Edwy Plenel suite à un interview que vous aviez donné sur France Inter, plus précisément lors de l'émission Boomerang. Alors voilà, on est parti là-dessus. On se rencontre énormément dans le cadre de la mise en place de la programmation. Alors l'idée a mûri au sein de l'équipe du festival et on s'est dit, bon ben, pourquoi pas, puis on a fait le lien bien sûr avec la parution de votre livre. Tous les films sont politiques, coécrits avec Costa Gavras. Et donc l'idée c'était de pouvoir proposer plusieurs interventions, croiser les regards de différentes personnalités. Donc voilà, donc sur cette thématique-là, nous avons pris contact avec Monsieur Rachid Bouchareb. Nous avons pris contact également avec Nathalie Chifflet et donc l'idée est de pouvoir proposer un débat riche, voilà, avec beaucoup de questionnements, d'échanges avec le public autour de cette thématique. Tous les films sont-ils politiques ? Pour l'animation de cette rencontre, je vous présente Jean-Philippe Guérand, journaliste cinéma pour le film français, l'avant-scène cinéma, Pleine Vie, première classique et auteur de plusieurs biographies. Je vous laisse la parole, je vous laisse prendre le relais. Je vous remercie à tous et bonne rencontre. Bonjour. Effectivement, c'est un vaste débat que celui de cet après-midi. Alors moi, je voudrais, je dirais, peut-être lancer cette thématique, le cinéma est-il politique ? En posant la question inverse, le cinéma peut-il ne pas être politique ? Donc je ne sais pas qui veut répondre à cette question en préliminaire. La question c'est quoi ? C'est l'inverse. Est-ce que le cinéma ne peut ne pas être politique ? C'est ça ? Voilà. Je sais pas, moi je pense pas, parce que finalement dans chaque film on va trouver, quoi qu'il arrive, un engagement du cinéaste ou de la cinéaste. Dans un plan, dans une réplique, dans une situation du quotidien. Donc pour moi, même si ça paraît pas, mais si on veut faire attention à chaque film, on va y trouver quelque chose. Moi, je suis jamais déçu d'un film, que ce soit un film d'action ou un film d'auteur chiant, ennuyeux, mais pardon. Je sais pas si vous m'entendez là, c'est mieux. Pardon. Hein. Donc moi, je vais tout le temps y trouver quelque chose, de toute façon, de politique. À mon tour. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Et la réponse est dans la question. Bien sûr, tout film, même quand on voit aujourd'hui tous les débats de société autour de MeToo, autour de la domination masculine, même des films sur des questions intimes, les rapports entre sexes, les rapports amoureux, les rapports dans un couple, posent des questions politiques. Alors, tout de suite, il faut évacuer de notre débat. Ce dont nous parlons ici, c'est du cinéma comme portant un imaginaire, portant un récit qui nous fait rêver, qui nous fait nous questionner, qui nous fait nous engager, qui nous fait pleurer, qui nous transmet quelque chose qui va nous mettre en mouvement. On ne parle pas ici de la politique comme propagande, qui ne fait pas du récit. Elle fait tout à fait autre chose. Et je voudrais juste dire en introduction combien, d'une part, ce festival, c'est admirable. Voilà ce qui est fait par toute cette équipe et tout ce que vous faites depuis 32 ans. Et puis, comme une résonance, je parle d'imaginaire. Le livre, tous les films sont politiques, accompagne en effet un cinéaste, Costa Gavras, qui pour moi a projeté un imaginaire au sens le meilleur du terme, un imaginaire d'émancipation, un imaginaire d'égalité, un imaginaire de résistance aux injustices, aux inégalités, au racisme. Et je voudrais dire combien je suis honoré d'être à côté de Rachid Bouchareb, parce que m'est revenu dans le train en venant ici qu'en fait, il y a 11 ans, on ne se connaît pas, on ne sait pas, voilà, ça n'a rien à voir avec une relation personnelle, mais une complicité sur l'essentiel. Quand il a fait le deuxième volet de cette grande saga indigène, puis hors la loi,
j'ai pris ma plume sur Mediapart quand on surgit dans une manifestation organisée par des politiques, des Bouchareb hors de France. Parce que hors-la-loi rappelait cette chose toute simple, Indigène a montré avec une immense force comment c'est le monde qui est venu à notre secours. 66% des soldats de la France libre étaient dans les troupes coloniales. Et le quatuor qui est dans Indigène, c'est cette histoire-là. Et puis après, il y a la suite. Hors-la-loi, c'est comment ils se sont battus pour les idéaux de la résistance, les idéaux de combat contre des idéologies totalitaires, des idéologies meurtrières, et puis, au bout du compte, répression, Sétif, Guelma, Madagascar, on pourrait multiplier les exemples, l'égalité n'était pas au rendez-vous. Et j'ai du coup pris ma plume 2 fois en racontant un peu toute cette histoire et en défendant le travail de Rachid, sur cette idée que, voilà, vous voyez bien que son cinéma convoquait un imaginaire qui mettait le doigt sur, au fond, pour le dire tout simple, tout ce qui, hélas, depuis 10 ans, a continué à empuantir notre débat public. Donc, notre rencontre se situe dans ce moment-là, et il faut saluer aussi un certain cinéma qui nous aide à résister à tout ça, à en sortir. Moi, je dis ça sur les films de Costa Gavras, c'est dire la même chose. On sort d'un film qui nous raconte une histoire de défaite, qui nous raconte une histoire d'un idéal qui finalement a été piétiné, a été trahi ou a été déçu, mais on en sort quand même, nous, citoyens, grâce à la magie du spectacle et à sa force, on en sort avec l'envie de se battre. On n'en sort pas résigné, on n'en sort pas baissant les bras. Et c'est à ce cinéma-là, moi je ne suis qu'un spectateur, que j'ai voulu rendre hommage, et je voulais rendre hommage à Rachid Bouchareb. Voilà. Non, mais surtout à me défendre. Non, surtout à me défendre. Non, surtout que, bon, Edoui, il a été un des seuls, avec Bertrand Tavernier, je me rappelle, à la projection à Cannes, à s'être mobilisé. Hein. Il n'y avait pas grand monde, hein, vous étiez les seuls, hein, à se mobiliser contre, effectivement, toute cette violence sur la croisette, l'envie d'interdire le film. Et c'est Edoui qui m'a envoyé un jour un document, je crois que c'était même avant la projection, pour dire, voilà, il y a un complot qui existe sur le film depuis déjà plusieurs mois, je crois même un peu plus d'1 an, où il y avait un complot qui était mis en place pour interdire la production du film, sa réalisation, et puis après sa diffusion. Donc je voulais te remercier, et c'est vrai, on ne se connaissait pas, je l'ai croisé que par accident il n'y a pas longtemps, une fois, 5 minutes. Et puis là on a parlé un peu plus. Merci en tout cas d'engagement du tien, de ne pas avoir eu peur à ce moment-là, parce que le rouleau compresseur, même médiatique et politique, a fait beaucoup de mal au film, hein, au deuxième film. Moins le premier, mais le second. Et j'ai vu peu de gens, en tout cas, qui se sont mis à mes côtés. Voilà. Et merci encore. Ce que je trouve tout à fait intéressant dans cette question de tous les films sont-ils politiques ou non, c'est qu'on voit bien que le cinéma est une activité totalement différente de la politique, au sens où on l'entend comme les affaires du gouvernement. C'est un champ complètement différent, hétérogène, avec pas du tout le personnel politique n'est pas celui qui fait des films. Enfin, on pourra parler de François Ruffin si vous le voulez, parce que c'est un des rares cas où on a un député de la France insoumise, mais avant qu'il soit député, il avait fait Merci Patron, mais en tout cas c'est quelqu'un qui continue à faire du cinéma en étant député, donc en ayant des films militants engagés. Il doit sortir un film le mercredi qui s'appelle Debout les femmes, sur justement les femmes qui font des métiers de lien, d'aide à la personne. Voilà, il leur rend hommage, ça sort très prochainement. Mais en tout cas, donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce cinéma qui est un art, qui est si différent de la politique, de l'activité politique, qui sont les affaires de gouvernement, intéresse la cité au sens grec du terme. Polis, c'est la cité. Et les œuvres, finalement, apportent... je trouve que tous les films sont politiques parce que tous les films produisent des messages, produisent des représentations du monde. Vous avez parlé de Indigène et Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, et on voit bien combien ces films révèlent un rapport au monde et à l'histoire, en l'occurrence, dans les films dont vous parliez à l'instant. Et donc, finalement, on voit bien
l'interaction entre cette activité qui est un art et cette activité qui produit un discours politique sur le monde et qui interpelle et qui questionne chacun. Donc c'est ça qui est intéressant, comment cette activité qui est un art est au fond une activité politique et qui nous ramène au sens grec du terme. Moi j'ai envie de vous poser une question corollaire, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la plus grande réussite du cinéma politique, c'est de devenir populaire, ce qui est le cas des films de Rachid, ce qui est le cas des films de Costa Gavras, par exemple, parce que dans ce cas-là, effectivement, c'est pas de la propagande, mais ça peut être du militantisme, en tout cas c'est de l'engagement. Cet engagement reçoit un écho. Donc est-ce que c'est pas ça, effectivement, aussi le plus important ? Si on prend par exemple, pour moi, une fiction qui est une fiction de gauche, on peut contester mon analyse, qui est Camping. Camping montre, pour moi c'est une fiction de gauche parce que ça montre les vacances d'une certaine classe populaire et cette vision de cette classe sociale vue du 8e arrondissement de Paris par exemple, je pense que ça produit aussi une vision du peuple. Donc pour moi c'est une fiction de gauche par exemple Camping. Il y a un sens politique à montrer ces gens-là en vacances, comment ils vivent, comment ils pensent, voilà. Je pense que c'est vraiment la question centrale. Je pense qu'on a une bataille tous à mener contre ce qui tue le récit partagé, le partage de l'expérience. C'est ce que je raconte dans le bouquin en retrouvant un vieux texte de Walter Benjamin sur le raconteur. Il dit, c'est un texte écrit en 1936, avant la catastrophe européenne, et il dit, au fond, il y a deux figures. Il y a le juste, bon, c'est un grand mot, mais c'est ceux qui assument des vérités qui dérangent, quoi, de faire face à la vérité, puis il y a le raconteur. Et il dit, face au nazisme et face aux idéologies, encore une fois, c'est l'enjeu de notre époque, c'est le retour des idéologies, de l'inégalité naturelle, des civilisations supérieures à d'autres, des religions, des origines, enfin, je ne veux pas faire un dessin, mais je pense que tout le monde comprend la gravité de cet enjeu-là. C'est notre ennemi, l'ennemi de l'humanisme, l'ennemi de la démocratie, cette idéologie-là. Et donc il dit, le danger, c'est que nous perdons le récit, nous perdons l'art de partager, de raconter un récit. Et il veut dire par là de partager une expérience sensible. Et là, on est au cœur de votre question, c'est que je crois, c'est pour ça que j'ai aussi fait ce petit livre de spectateur, c'est qu'il faut défendre le cinéma comme spectacle contre un divertissement avilissant qui est celui des chaînes d'infos, j'allais dire, le blablabla des opinions, où du coup, qu'est-ce qui va faire de l'audience ? La pire des opinions. Donc, blablabla, disons le pire, continuons à dire le pire, et le pire, il est là maintenant, il est dans l'espace public. Et tuons l'information, tuons la vérité, étouffons la vérité sur le blablabla des opinions. Et donc, il faut défendre, face à ça, une subversion par un divertissement différent. Je dirais, limite, c'est ce que fait Charlie Chaplin avec Le Dictateur, où il prend toute la scénographie d'Hitler, il prend même toutes les images, les photos, comment Hitler composait son personnage, et il le retourne, et en prenant une sorte de personnage anonyme qui va et c'est un film engagé, mais pas militant, et c'est un film bouleversant, et c'est un film qui est un message qui dépasse toutes les frontières. Donc et Costa Gavras, pour ma génération, est vraiment émotion de cette invitation, que vous ayez entendu ça, parce que, en fait, pour moi, ça passe par le monde arabe. Lequel monde arabe, c'est aussi un monde berbère, c'est aussi un monde de toutes sortes de mélanges. Mais pour moi, Costa Gavras, ma relation avec le cinéma de Costa Gavras, elle passe par Alger. Parce que je suis adolescent à Alger, et le film qui va être un événement qui va faire le tour du monde et qui va, au fond, faire l'irruption dans le cinéma, grand spectacle, d'action, de la politique, à partir d'un meurtre politique d'un député grec, et qui va résonner dans toute la planète, Z, il est tourné à Alger, parce qu'il ne trouve pas de producteur en France. Et c'est la jeune République algérienne qui accepte de le financer. Et moi, je suis,
dois avoir 16 ans, et j'assiste au tournage, mais voilà, avec la jeunesse algéroise, la nuit, là où il y a la scène du triporteur, où Yves Montand reçoit un coup mortel, et donc ça passe, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de hasard objectif, comme ça, de complicité, mais il faut défendre notre récit, et j'ai regardé un peu la programmation du festival, et c'est formidable. J'ai repensé par exemple à un film qui m'avait bouleversé, qui n'est pas là dans la programmation, mais Papicha. Vous vous souvenez de ce film pour parler des années noires en Algérie et de la décennie noire. Et je ne connais pas là, je suis spectateur là, mais ce film, je suis sorti, mais voilà, totalement, tellement c'est une force à partir de cette histoire de jeunes femmes et de leur histoire différente, celles qui ont un foulard et celles qui n'en ont pas, et face à une idéologie totalitaire qui voudrait hiérarchiser tout ça. Et voilà, donc pour moi c'est ça le cinéma, on a besoin de ça. Et on a besoin, et dans notre période, vraiment, vraiment, parce que pour se donner du courage, et j'allais dire, quand la politique professionnelle nous déçoit, eh ben heureusement qu'il y a ce cinéma-là, pour qu'on fasse face. Et pour qu'on fasse front aussi, si vous me permettez. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire. C'est la force du cinéma de Rachid d'être à la bonne place. Bah oui, voilà. Pardon pour le moment d'émotion, mais c'est comme ça. C'est vrai, quand j'ai voulu faire Indigène, je me suis dit, bon, mon but c'est qu'on puisse donner, faire remonter la reconnaissance de tous ces soldats venus d'Afrique. Deuxièmement, réparer l'injustice puisqu'ils n'étaient pas indemnisés, au même titre que leurs frères d'armes français. Donc mon idée c'était, bon, je vais faire un film, mais il ne faut pas que j'emmerde le spectateur avec cette idée politique derrière, qui est celle que moi j'ai un but finalement pour arriver à ça. Mais il faut que le film soit un divertissement au maximum. Donc, comme je suis un fan des westerns et tout, et que j'aime beaucoup les 7 mercenaires, je me suis dit, voilà, mon film ça va être les 7 mercenaires, avec tous ces hommes qui, pour sauver la vie à un village, à des villageois. D'abord, il y a le film original qui est les 7 samouraïs, mais moi j'étais plus fan de, même si j'ai vu les deux, mais Yul Brynner, tout ça, ça me parlait beaucoup plus. Et donc j'ai pris ce modèle en me disant que effectivement là-dedans il y avait tout ce qui pouvait apporter le divertissement pour emmener le spectateur dans ce film et faire un succès, et que si le film rencontre le public, on pourra faire pression. Et le public tellement, je pourrais dire, bouleversé, ému par cette injustice, aura envie de se joindre à nous dans le mouvement qu'on avait mis en place, c'est-à-dire un site internet, c'est-à-dire envoyer des messages à Chirac, rencontrer Chirac pour l'amener à accepter, donc on lui a fait une projection. Donc tout ça, c'était en place depuis le début. Des acteurs aussi qui sont aimés du public, Samina Seri, Jamel Debbouze, Roch Dizem. Il y avait tout un ensemble qui effectivement a été construit à l'origine. J'ai voulu effectivement passer par le divertissement pour pouvoir atteindre mon but. Et moi aussi, ça me plaisait, comme un enfant, de faire mes scènes de guerre de toute la journée. Bon, au bout d'un mois, j'en avais marre, mais bon, j'ai quand même été baigné dans tout ce cinéma de films de guerre, de western, et puis d'autres, Z de Costa Gavras, bien sûr, Missing de Costa Gavras, un peu tous ces films où tout d'un coup, voilà, on a envie de dénoncer, mais en même temps, on prend Jack Lemmon, qui est un grand acteur de comédie, pour en faire un grand acteur dans un film dramatique, pour parler de la dictature en Amérique du Sud. C'est au Chili, je crois, non? Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai pris le même parcours pour arriver, surtout, effectivement, à faire passer cette idée et à essayer de faire une pression avec le public pour amener le gouvernement
à changer, pas à changer d'avis, à prendre une décision sur tous ces personnes âgées de l'armée coloniale qui étaient dans les foyers à travers toute la France et qui attendaient, en touchant seulement un genre de RMI, n'en voulaient pas leur donner leur pension. Donc voilà. Je ne sais pas si... Voilà, ça rejoint ce que tu disais. Est-ce que vous dites, c'est aussi une façon de dire en d'autres mots que le cinéma peut changer le monde, ce qui est quand même aussi ce que devrait être la politique quelque part. Il y a peut-être ça derrière, non? Parce que moi je vois, il y a un autre film qui est un petit peu dans le cas d'Indigène, c'est Rosetta, qui a provoqué le vote d'une loi en Belgique. Et donc ça veut dire que quelquefois, quand un film est suffisamment fort, qu'il a suffisamment d'écho, il peut faire bouger les choses. Ouais, et ça, alors là, vous touchez un point qui pour le journaliste, qui est au cœur à la fois le côté, je dirais, Sisyphe un peu. On relève le rocher, il retombe. Parce qu'on a le même idéal. L'idéal du journaliste, c'est de se dire, je vais arriver à faire émerger une vérité cachée, niée, étouffée, et puis quand tout le monde sera obligé de la regarder, ils sont obligés de faire quelque chose. Je dirais, la seule fois où, sincèrement, ça m'est vraiment arrivé dans mon histoire professionnelle, c'est l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire, oui, tout le monde parlait de l'évasion fiscale, on est en pleine actualité des Pandora Papers, mais si, au-delà d'un rapport théorique ou des chiffres lointains, vous montrez que le ministre du budget est lui-même un fraudeur fiscal, là, ça oblige à une réaction. Et du coup, ça a fait la création du parquet financier et tout. Mais, comment dire, c'est là où là, il y a un problème qui rejoint la question du cinéma en France, de son mode de financement, de son indépendance, etc. Il y a quelque chose qui me frappe sur le cinéma français, le cinéma anglo-saxon et surtout américain. Moi, je défends, à travers mon métier, un certain imaginaire démocratique. Et l'idée que la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs vivants, c'est une société qui peut s'organiser, qui peut mettre à l'agenda de nouvelles choses. Bon, prenez, c'est encore les révélations de cette semaine, la commission sur les violences sexuelles dans l'Église est provoquée, sa création, par des révélations faites sur Mediapart avec le collectif We Report. Comme aux États-Unis, ça a été provoqué par les enquêtes du Boston Globe. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on fait surgir quelque chose et on oblige une institution à se mettre en mouvement. Et vous avez vu les chiffres effroyables qui sont sortis cette semaine. Et d'ailleurs, si vous permettez, sur les révélations du Boston Globe, ça fait l'objet d'un film. Spotlight. Voilà, qui s'appelle Spotlight. Formidable ce film. Et je disais ça pourquoi? Parce que, alors là, cause perdue. Hein, peut-être que Rachid va prendre la balle au bon. Le journalisme n'est pas présent dans l'imaginaire du cinéma français. Dans l'imaginaire américain, héros déçu, héros trahi, héros malheureux, mais c'est un héros démocratique. Vous avez, d'ailleurs, les cahiers du cinéma avaient fait Print the Legend, tout un bouquin. Il y a vraiment, voilà, l'idée, comment dire, cette idée que à travers la figure du journaliste, l'idée que n'importe qui d'entre nous peut à un moment soulever une chape de plomb. Et que, voilà, parce qu'il y a la presse libre et tout. Il y a un très grand film de ce point de vue méconnu de Samuel Fuller, 53, c'est l'année de sa naissance, voilà, moi 52, hein, donc on est, etc. 53, qui s'appelle Park-Row, qui est un film, c'est le 3e film de Samuel Fuller, et c'est l'histoire à travers, de manière romancée, Pulitzer, la presse, son rôle, et avec une histoire vraie derrière. Comment la statue de la liberté est dans le port de New York. Les bourgeois de New York ne voulaient pas de cette statue, envoyée par les travailleurs français. Donc elle restait dans les docks de New York. Et Pulitzer, qui invente la presse participative, dit c'est pas normal. Et il fait un appel avec son journal, mettez $1 pour que la statue ait son socle et qu'elle puisse être dans le port de New York. Et ça s'est fait comme ça. Donc c'est, voilà, donc, et alors là, je dis ça parce que, changer de monde, oui, mais je suis frappé, et là ça renvoie à d'autres débats sur ce que j'estime être notre faible culture démocratique. Entre nous, si elle était plus forte, les idées désastreuses qui emplantissent l'atmosphère aujourd'hui, elles seraient à la marge du débat public.
et ne seraient pas dans des chaînes d'infos, voire sur le service public, on les mettrait là, où tu as le droit de penser ce que tu penses, mais comme c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme, ça reste sur le bas-côté. C'est sur le bas-côté. Hélas, aujourd'hui, c'est au cœur du débat public. Et c'est ce que j'appelle une faible culture démocratique. Le fait de dire, c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de faire l'éloge de la discrimination à l'embauche, de dire que les hommes sont supérieurs aux femmes et que les hommes ont le droit d'être des prédateurs des femmes. C'est ce qu'il dit, le personnage. Bon, donc des choses comme ça. Je dis à ceux qui prêtent une oreille complaisante à ce que dit Zemmour sur les musulmans, montrez-lui, par préjugé, montrez-leur ce qu'il dit sur les femmes, ou sur les homosexuels, ou sur d'autres... voilà, pour passer ça. Donc je dis ça juste... Oui, on peut changer les choses, mais il faut, comment dire, je dis souvent, il y a des petits poissons courageux, comme il y a des cinéastes courageux, comme il y a des journaux courageux, et on leur dit, vas-y, formidable indigène, t'as bien fait, ah, hors la loi, je te soutiens, formidable et tout, ah, Mediapart, très bien, vous avez fait un petit scoop. Mais comme je dis, les petits poissons courageux, ils nagent dans une mer polluée. Donc il vaudrait mieux s'occuper de dépolluer la mer. C'est une très belle image. C'est vrai que vous avez raison sur le fait que le cinéma américain a héroïsé le journalisme d'investigation, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Le cinéma a pas le pouvoir, il n'est pas au pouvoir, le cinéma. C'est pas un acteur politique en soi de la vie politique, mais en tout cas, on voit qu'il a un pouvoir de questionnement et qui est peut-être aussi celui du journalisme. Et c'est en cela que le journalisme peut rejoindre le cinéma, c'est-à-dire qu'on soulève des débats, on soulève des questions. On essaie d'être un contre-pouvoir, c'est pas toujours évident, mais par exemple, on prend un film comme Au nom de la terre d'Édouard Bergeon, ça a ramené en tout cas la question du suicide des agriculteurs. Le film Les Misérables de Lajli, il repose la question de violence policière. Bac Nord d'une autre manière, comment les policiers travaillent-ils dans les quartiers, les limites, etc. Donc on voit bien comment le cinéma, il n'est pas extérieur au monde, il est complètement dans la société, il est traversé, en fait. Il est un produit de nos questions, nos interrogations, et donc quand il met en scène des injustices sociales, policières, etc., finalement, il met les choses en débat, il les met en avant. Et c'est en ce sens-là, et évidemment, comme il n'est pas au pouvoir, il n'a pas vocation, enfin, il est limité dans sa puissance à changer le monde. Mais en tout cas, pour moi, sa puissance d'interpellation, elle est essentielle, elle est fondamentale. Mais je dirais aussi que c'est lié au manque de liberté de pouvoir attaquer des sujets politiques contemporains, en tout cas, avec les hommes du président, avec des héros qui sont un tandem de journalistes. En France, c'est très difficile, parce qu'il y a quand même une censure économique qui existe sur des sujets. Il n'y a pas de cadre pour pouvoir faire ce type de film. Aux États-Unis, ils peuvent tout le temps. Aux États-Unis, c'est un peu un fonds de commerce presque. Hollywood cherche des sujets en permanence qui vont tout d'un coup remettre en cause Trump, puis Biden. Sur l'Afghanistan, ils vont en prendre plein les dents, je pense. Très vite, Hollywood va faire des films. Mais ils fonctionnent dans une sorte d'abord d'indépendance totale économique, même si eux aussi ils censurent un certain type de sujets et de films. Mais nous, en France, si on dit on va faire Les Hommes du Président avec Edoui et Plenel, qui fera, lui, les deux personnages, mais qui finance ça ? Qui finance ? Qui ne va pas avoir peur de dire oui, je mets de l'argent. On sait très bien à qui appartient une grande partie des médias en France. Sans compter l'État et les chaînes publiques qui cofinancent, qui ont un rapport avec le pouvoir exécutif. Oui, et c'est ça le problème que nous avons, parce que plein de gens en France auraient envie de réaliser des films, surtout avec des héros qui seraient journalistes ou des films politiques qui viendraient à chaque fois coller au dernier quinquennat du président qui n'a pas été réélu. Et puis on passe à l'autre. Aux États-Unis, ils peuvent le faire en permanence. Ils se revendiquent en permanence le droit de faire ça et d'être protégés. Et ça dépend parce que les démocrates à Hollywood, même si Hollywood, c'est pas non plus simple et qui censure aussi, mais ce que je veux dire, c'est que les démocrates d'un côté, qui tiennent la Californie, ils vont mettre le paquet quand il faut descendre Trump au cinéma. Mais en effet, ma carrière de scénariste est en panne depuis 40 ans, parce que tout le matériau qu'on raconte, c'est fou, parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Si vous traitez l'affaire des écoutes téléphoniques, les scandales financiers, l'affaire Bettencourt, voilà, l'affaire Bettencourt, par exemple. Coup de fil la semaine dernière, Netflix va faire un film sur l'affaire Bettencourt. C'est Netflix.
Et donc, je suis interviewé la semaine prochaine. Voilà, on est au cœur. Et ça, voilà. Mais on en parle beaucoup. L'équipe de Mediapart, ils ont 30-40 ans, ils ont grandi totalement là-dedans. Voilà, c'est leur culture de l'enquête démocratique. Démocratique. Et ce sentiment de se dire, mais ce qu'on raconte, parce que nous, on sent une limite à notre travail. Nous, on raconte des faits. Il faut les subvertir, il faut leur donner une autre ampleur. Et là, on passe au récit et à l'imaginaire. Et c'est ce qu'on aimerait. Je voulais rebondir sur la réaction de Rachid à propos d'un film qui a vraiment beaucoup souffert de cette espèce d'étouffement économique, qui est un documentaire qui s'appelle Les Chiens de garde, que vous connaissez forcément, qui montrait effectivement les collusions entre l'industrie et les médias, et qui a été censuré de la façon la plus sournoise qui soit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journaux qui ne l'ont pas chroniqué parce qu'ils avaient des consignes des patrons des journaux de ne surtout pas en parler. Et puis par la suite, du coup, le film a été projeté, je dirais pas à la sauvette, mais quasiment, sinon qu'il y avait à chaque fois, il était accompagné d'un débat, ce qui permettait de reconstituer une petite chambre d'écho. Et je trouve que c'est un film qui est emblématique parce qu'en plus, il traite de la presse, justement. C'est Pierre Carlin, c'est ça, oui. c'est la critique des médias. Mais aujourd'hui, entre nous, de plus en plus, les salles, et notamment les salles indépendantes, par rapport y compris à ce qui s'est passé ces 2 dernières années, sont preneuses de films un peu indépendants qui provoquent des débats, comme les libraires font vivre le livre aussi avec des débats, etc. Mais je crois que de ce point de vue, je dirais que même le paysage décrit par Les Chiens de garde aujourd'hui, c'est à la puissance 10. C'est-à-dire que la question de la critique du paysage médiatique est encore plus urgente qu'hier, quoi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les petits poissons et la mer polluée. Mais il y a eu récemment un film qui est le dernier film de Bruno Dumont qui attaquait frontalement justement la télévision. À partir d'une nouvelle de Charles Péguy. Pas d'une nouvelle, d'un texte de Charles Oui, Péguy. alors lui le dément complètement. Il dit qu'en fait, il n'en a retenu que le titre. Et que du coup, on a cru que ça avait un rapport avec Charles Péguy. Mais il m'a dit franchement... Oui, je confirme. Voilà. En interview, moi ça, oui. Moi, j'ai cru qu'il était très inspiré par Péguy, parce qu'il a déjà dit ça souvent, par la pensée de Péguy. Il avait été sur Jeannette. Mais pour parler du film dont tu dis Les Chiens de garde, le second film que fait Yannick Cavouat, qui est aussi réalisateur, il a été, pour son prochain film sur les banques, il a fait appel à un financement participatif, voilà, crowdfunding. Voilà. Et comme tu as dit, tu as parlé de Netflix, effectivement, c'est les Américains en France qui vont bousculer tout ça. Parce que Amazon, Netflix, Disney+, Hulu, eux, c'est leur culture, ça. Donc, ils vont s'emparer de tous les sujets, que ce soit Sarkozy, que ce soit Bettencourt, que ce soit Hollande, ou je ne sais pas qui, en tout cas, ou que ce soit Edoui Plenel, ils vont faire des films. Et là, on va se retrouver dans une situation en se disant, mais pourquoi nous, en France, on ne peut pas faire ces films? Et ça va arriver très très vite. Très très vite. Voilà, je voulais dire ça, je ne sais pas si c'est intéressant. Alors, il y a quand même quelques cas. Il y a le cas de président de Anne Fontaine, par exemple. Président d'Anne Fontaine qui mettait en scène, c'était Grégory Gadebois qui jouait François Hollande et Jean Dujardin qui jouait Nicolas Sarkozy. C'était un film qui mettait en scène la vie politique, mais ce qui est assez rare, et c'est une comédie, presque une farce en fait, et qui imagine, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que les 2 anciens présidents se liguent pour faire un ticket commun au présidentiel. Donc déjà c'est improbable, on voit bien, mais en tout cas c'est pour lutter contre Marine Le Pen qui est explicitement citée dans le film. Mais c'est vrai qu'on a peu d'exemples de ce type, et c'est vraiment un comique subversif. Le mode qui est une façon de diluer la dimension subversive ou la dimension de radicalité démocratique des faits, c'est le mode de la comédie. Je me souviens par exemple, première enquête un peu sensible que j'avais faite, c'est en 85, n'en rajeunit pas, c'est l'affaire Greenpeace, quand la France a commis un crime d'État, c'est-à-dire un crime de terrorisme d'État, en faisant couler le bateau le navire amiral du mouvement écologiste Greenpeace, le Rainbow Warrior, dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et j'avais révélé que les responsabilités du politique, en prenant la défense
des exécutants, des soldats, des militaires, des membres du service action qui avaient commis cet acte, mais ils l'avaient commis sur ordre du pouvoir politique. Le seul film, j'ai oublié qui l'a réalisé. Manille Fraise de Gérard Henry. Voilà, c'est une comédie. Ça a été transformé en comédie autour du couple Turange. Alors que 30 ans après les faits, j'ai réussi à faire 1 heure d'entretien avec l'officier le plus gradé, le colonel Jean-Luc Kister, qui est celui qui a posé la bombe, qui était un nageur de combat. Et 30 ans après, comme une sorte je reprends les 7 mercenaires, là, comme un vieux shérif qui finalement arrive à rencontrer la personne qu'il cherche, et puis on s'aperçoit qu'en fait on parle la même langue, en fait, voilà, et qu'on a le même âge. Et lui, en fait, il a expliqué tout, il a présenté ses excuses au peuple néo-zélandais, etc. Il y avait une dimension humaine, une dimension dramatique, y compris, il y avait plus d'une vingtaine d'agents qui ont été impliqués. Enfin, il y avait de quoi faire un film d'action. Il y avait de quoi raconter tout ça. Et tout ça n'a pas... Voilà. Et du coup, on s'en empare. C'est comme nos présidents, on s'en empare sur le mode ironique. Il y avait eu Quai d'Orsay, la bande dessinée, qui a donné lieu à un film, etc. C'était adapté par Tavernier. J'ai rien contre les comédies, mais c'est une façon d'euphémiser l'enjeu. Mais de toute façon, tout d'un coup, je me demande si c'est pas moi qui ai fait une erreur. Les Chiens de garde, c'est Kergoat qui l'a réalisé, ou c'est Yannick Kergoat, c'est pas Pierre Card, je me suis trompé. C'est Yannick Kergoat, je me suis trompé tout à l'heure, c'est Yannick qui a. Voilà. Mais c'est vrai que la démarche de Pierre Carle va dans le même sens. Oui, mais c'est une confusion, parce que je connais bien Yannick, donc c'est Yannick Kergoat qui a réalisé ça, et qui fait en effet un superbe film. Il est en train de l'achever sur l'évasion et la fraude fiscale, en fait. C'est le cœur du sujet. Oui. Et qui a beaucoup travaillé avec Costa Gavras aussi. Voilà, donc c'est une amicale, vous voyez. Je voudrais vous faire réagir à une citation de Bertrand Tavernier à propos de Quai d'Orsay, où il disait « Il en va de la politique comme du cinéma. Certains tournages donnent l'impression d'un bordel absolu, mais l'ordre peut sortir du chaos. » Ouais. Oui. Moi, je ne prédis pas l'avenir, mais il y a des chaos créateurs, mais il y a des chaos destructeurs aussi. Voilà. Bon, pour tout dire, je veux pas déprimer toute l'assistance, mais j'ai le sentiment là qu'on est sur une pente. Enfin bref, voilà. Transformer l'actuel chaos destructeur en chaos créateur suppose un sacré sursaut de nous toutes et nous tous là. Je ne vais pas faire un dessin, mais. Et Rachid, vous partagez ce sentiment par rapport à ce qu'est un tournage, justement ? Un tournage, c'est le bordel, ça, toujours. Le chaos, c'est tout le temps, mais moi, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver quand je fais un film. Je ne sais pas où est la fin, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est que, bon, le chaos, est-ce qu'on se relève toujours ? C'est pas sûr, on le voit dans beaucoup de pays dans le monde. Au quotidien, là, en ce moment, les informations ces derniers temps, et ça dure depuis maintenant des années, mais quand il y a le chaos dans des pays, pour qu'ils puissent se redresser dans des sociétés, ça prend tellement de temps. C'est des dizaines d'années, et des dizaines d'années pour peut-être sortir. Quand on voit l'Afghanistan, là, c'est le dernier événement médiatique, mais ça fait combien de temps cette histoire-là ? Ça fait combien d'années ? 40 ? C'est 40 ans. L'invasion soviétique, c'est 79. Chaos, L'invasion soviétique, c'est 79, c'est même 42 ans. Donc ça fait très longtemps, et donc je pense pas, moi, que, effectivement... Bon, mais le cinéma peut... Ah, peut-être, ouais. Non, mais le cinéma, en t'écoutant, je pensais, le cinéma peut nous dire que voilà, le chaos a tout détruit, et néanmoins, et je pense à un film que peut-être vous avez, qui m'avait tétanisé, qui est Pour Samia. Vous voyez cette histoire, c'est au départ une jeune femme en Syrie qui est d'abord, sur les réseaux sociaux par rapport au soulèvement du peuple syrien contre une dictature, avant que tout ça soit... Toute la destruction de cette révolte laisse le champ libre à l'État islamique et à son idéologie totalitaire, et elle filme, et par ailleurs,
Et à côté d'elle, dans sa bande d'amis, il y a un médecin chirurgien qui va devenir son compagnon. Et le résultat, bon, après très bien monté, très bien mis en scène, mais ça reste, quand on voit ce film, pour toutes celles et tous ceux qui ont été un peu, et nos dirigeants politiques, notamment indifférents au sort du peuple syrien, tout d'un coup, là, on se dit, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas fait, et on n'en sort pas indemne, quoi. On n'en sort pas indemne. Et ça, voilà. Donc le cinéma, la destruction a eu lieu. Hein. Je voyais hier, il y a eu un débat où une figure du débat syrienne disait, en fait, il y a un peuple qui s'est soulevé contre une dictature, et la dictature a changé le peuple, quoi. Puisque le peuple se soulève, je le change. Je veux dire, je l'évacue, je le massacre, etc. Mais voilà, quand on sort de Pour Samia, on se dit, mais je suis concerné, c'est mon histoire. Je ne peux pas être indifférent. Voilà. Et du coup, je dois accueillir. Il y a de nombreux films qui sont dans ce cas-là. Notre jury presse ici au Festival du film arabe de Famec a vu combien la situation de terreur et de guerre au Moyen-Orient est présente dans les films, les fictions, les documentaires avec Nocturno, les fictions avec Le Traducteur, par exemple, ou Slam, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le titre. Et on l'avait vu avec Tombouctou, d'Abderrahmane Sissako, par exemple, qui parlait d'une situation aussi de terrorisme islamiste. Et donc, évidemment, on ne peut pas être indifférent. Et c'est dans ce sens-là où le cinéma a une puissance d'interpellation. Parce que c'est pas possible, face à cette terreur-là, de dire bah, je reste passif, je m'en fous. Ce chaos-là, évidemment, nous interpelle complètement. On a l'impression... Pardon. Mais je dirais, c'est pas sûr qu'il y ait des résultats le cinéma tout le temps, parce que des films engagés politiques formidables, il y en a eu plein depuis des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que les choses changent vraiment après avoir vu 3 films sur le même thème? Moi, des fois, je suis désespéré. Ça mobilise les opinions quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à force de faire tous ces films, parce qu'il y en a eu, il y a eu les grandes années du cinéma engagé, ne serait-ce que dans des pays comme les États-Unis sur la guerre du Vietnam, il y a eu plein de films magnifiques, avec des gens qui se sont lancés, qui sont devenus même après les grandes stars d'Hollywood. Mais ça n'a pas empêché l'Amérique d'être tout le temps en guerre, quoi. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec ce que vous glissiez là, c'est-à-dire que ça fait que, bon, dans l'immédiat, il y a les dégâts, et après, il y a un fil, il y a un imaginaire qui revient, Puis en t'écoutant, je pensais à une formule de quelqu'un qui est penseur, qui a Gunther Anders, qui disait « Eh oui, je suis désespéré, et que voulez-vous que j'y fasse ?» C'est-à-dire, façon de dire, bah oui, la situation est désespérée, mais il faut quand même faire ce qu'on doit faire. Il faut quand même faire. Et c'est en faisant ce qu'on doit faire, sans garantie de résultat, de changement immédiat, que quelque chose se fait. J'ai appris en arrivant ici que le fondateur de ce festival était un prêtre ouvrier qui travaillait dans la sidérurgie, d'origine italienne. Bon, bah, il a fait ce qu'il devait faire. Et puis on est là, du coup. Et tous les grands films des années 70-80 sur le Vietnam, hein, il y a eu Apocalypse Now, il y a eu Voyage au bout de l'enfer de Cimino, il y a eu Platoon d'Oliver Stone en 86, résonnait complètement avec tout ce qui traversait la société américaine, la contestation de la guerre du Vietnam, l'incompréhension aussi, et ce qui s'était passé. Je dis, pour Oliver Stone, c'est plus compliqué aujourd'hui de travailler. Mais prenons notre société aujourd'hui, quand même, qu'est-ce qu'il a ? Il y a un décalage entre... je veux dire, l'autre forme de représentation qui est la représentation politique, hein, et médiatique. Et là, on parle de qu'est-ce qu'on présente sur un écran. Regardons la société. La société, elle bouge, elle est là, elle fait plein de choses dans les solidarités. Elle n'est pas dans la haine, la société. Elle n'est pas... je sais pas, moi j'étais... Écoutez, la semaine dernière, j'étais... bouquin de recueil de différents articles de médias, qui est là, à gauche de l'impossible, dans le Haut-Var. Hein, dans le Haut-Var, dans le Var, là. Et ça vote, voilà, comme vous devinez. Il y avait 150 personnes, des éleveurs, des paysans, des instituteurs, des professeurs, des jeunes, des ceci, de cela, voilà, qui sont... Et qui agissent, les paysans, dans de la ferme, 4 Soudanais, tranquillement, hébergés et tout, on va voir les gendarmes, on leur dit, vous savez, on a des réfugiés. Oui, oui, on sait que vous avez des réfugiés. Voilà, on a des réfugiés, on assure. Voilà, puis des solidarités. Alors,
tout ça ne fait pas un changement politique, un projet politique, mais quand on voit ces 4 dernières années, mettons de côté ce qui nous désespère dans la politique, mais quand même, MeToo, c'est formidable, et ça a touché le cinéma aussi. Les violences policières et le comité Adama, c'est formidable. Les gilets jaunes, dans leur diversité, il y a un peuple qui à un moment dit la vie chère, ça revient avec l'énergie, etc. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et même si ça ne se traduit pas... Pour ça que pour aller combattre ton pessimisme, je dis le cinéma, il va préserver ça, il va nous laisser ça, et on va voir. Moi, j'ai un petit-fils qui est de cette génération qui bouge, et il a 16 ans et tout. Il est cinéphile total. Et c'est en voyant ces films, il se politise, j'allais dire aussi, en revisitant tout ça. C'est aussi un livre qu'on feuillette et qui nous largue, parce que ça s'accumule, tout ça. Non, vous me regardez comme un Jupiter. Non, mais moi, je ne crois pas du tout à l'impuissance du cinéma, même si, en effet, si ta question était le cinéma peut-il changer le monde, il peut changer des choses. Et c'est intéressant que vous citiez, Edoui, le comité Adama Traoré, parce que Lajli des Misérables, qui met en scène dans Les Misérables la violence policière en cité, était très présent au comité d'Adama Traoré, qui est un dossier qui parle des violences policières. Donc on voit bien cette connexion du cinéma avec ce qui traverse la société. On a parlé tout à l'heure de censure économique. Est-ce qu'aujourd'hui, où les technologies sont quand même beaucoup plus accessibles, où on voit dans le cinéma français des films pleins d'effets spéciaux, où il suffit d'avoir une petite caméra numérique, voire un téléphone pour faire des films, ce qui arrive, est-ce que c'est pas aussi un moyen d'aller au-delà de cette censure économique et de faire un cinéma plus libre et donc plus ancré aussi sur la société? Parce qu'on a l'impression, c'est un défaut récurrent du cinéma français, c'est qu'il témoigne finalement assez peu de la société telle qu'elle est. Je lisais il y a 2 jours des critiques de plusieurs films qui sont sortis cette semaine, qui se passent dans des milieux bourgeois parisiens et dans lesquels les spectateurs clairement ne se reconnaissent pas. Donc est-ce que c'est pas aussi un problème, ça? Le problème, c'est pas le matériel qu'on a pour faire un film. On peut faire un film avec un iPhone, mais qui va le diffuser? Le problème, il est là surtout, c'est celui de pouvoir accéder à la diffusion du film. Parce que si on n'a pas de partenaires qui sont diffuseurs, on sait déjà qu'on a perdu toute possibilité. Alors ensuite, venir avec des films qui sont faits avec des moyens, comment je peux dire, rudimentaires, quoi, ça devient encore plus difficile de les proposer. Mais c'est la diffusion qui doit donner des moyens beaucoup plus importants. Si on va aller au cinéma, il y a d'autres moyens de diffuser les films, effectivement, à travers Internet. Mais si on veut donner la possibilité que les films qu'on veut faire et les idées qu'on propose, en tout cas les débats qu'on propose, il faut qu'on puisse avoir accès à ça d'abord. Sinon, tout le monde peut faire un film avec son téléphone ou même avec peu d'argent. Il y en a plein des films aux États-Unis, ils en font plusieurs milliers chaque année, 1000, 2000 qui sont faits comme ça, avec 50 000 $, 20 000 $, 100 000 $. Mais après, le problème, c'est de pouvoir les emmener. Et surtout à un public, là, je ne parle pas de diffuser au sein d'un petit groupe. Voilà, moi je parle peut-être c'est une déformation, mais je parle de vraiment parler au public à travers une chaîne, un média qui touche, en tout cas qui donne la possibilité aux spectateurs de s'arrêter sur ce média ou de continuer vers un autre. Et c'est pas la production des films qui est un problème. Faire des films, c'est pas un problème. Je pense, n'importe qui peut faire un film, ou même un film en montage photo. Ce que je veux dire, aucune bande son. Ça, c'est possible, mais après, pour la donner, ne serait-ce que d'arriver à Famec, et il y a combien de films qui sont diffusés? 55? C'est ça? Bon, ben voilà, parce que vous ne pouvez pas en diffuser 1000. Donc il y a plein de films qui restent un peu sur le côté, dans cette forme d'injustice, quoi. Et accéder au financement des films, c'est aussi pour accéder à la diffusion. C'est pas seulement l'argent qu'ils vous donnent. Moi, des fois, je pourrais faire des films sans qu'ils me donnent de l'argent du moment que je peux aller dans les salles.
Après, on se débrouillera. On trouvera des gens comme Yannick, quand il a voulu faire son film sur les banques. On ne veut pas lui donner de l'argent. Il a fait appel à des milliers de gens en France. Je peux rebondir très brièvement sur ce que disait Rachid. Tout le monde peut faire des films, en effet. Les moyens existent, la technologie est là, la facilité d'accès aussi à le numérique. Mais tout le monde ne fait pas du cinéma. Et en effet, le gros problème, c'est la distribution des films, la diffusion des films. Et aujourd'hui, il y a des films importants qui restent une semaine à l'affiche, qui disparaissent, qui ne trouvent pas leur public. Donc voilà, quel est le sort de ces films, la portée de ces films. Et la distribution me semble en effet un des gros problèmes des films aujourd'hui. Et donc émerge, là, regardez le box-office ces derniers jours, émergent voilà, des grosses productions et des petits films. Il y en a un que vous avez dans votre programmation, Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid, qui était à la Semaine de la critique à Cannes, c'est son deuxième film. Dans la plupart des salles, il est déjà plus diffusé, par exemple. Moi, je voudrais donner un contre-exemple qui peut rendre optimiste, qui est un film qui est sorti cet été, qui est La Loi de Téhéran, qui est un film iranien qui, au début, était un petit film, a priori, mais qui a quand même fait 100 000 entrées, qui a provoqué un bouche à oreille incroyable et qui a surtout provoqué un questionnement très intéressant sur le fait que c'est un film, alors là, pour le coup, politique, qui critique clairement les institutions iraniennes et qui pourtant est sorti en Iran et interprété par les deux plus grosses vedettes masculines iraniennes. Donc là, ça démontre un peu le contraire, qu'il y a quelquefois encore, heureusement, des miracles. Oui, puis qu'il y a peut-être des sociétés plus complexes et qu'on les voit de l'extérieur. Et moi, j'ai toujours dit, ça me frappe par rapport à tous les désastres de cette région, le propre des régimes irakiens et syriens, qui se prétendaient comme des dictatures, je dirais, laïques, sont des régimes qui, à un bout d'un moment, ont violenté et détruit leur société. Et le témoin de ça, c'est que sous le régime de Saddam Hussein ou de Assad, vous ne dites pas quel est le cinéma irakien ou quel est le cinéma syrien. Alors que l'Iran, qui a vécu une révolution captée par des religieux avec une idéologie religieuse, enfin, évidemment, d'une révolution dite islamique, il y a, et avec les répressions que l'on sait, les peines de mort, etc., il y a en même temps une vitalité de la société qui se traduit par un cinéma. Alors certains de ces cinéastes finissent par s'exiler, mais qui se traduit dans l'art, qui se traduit dans la production artistique. Et voilà, on voit un régime qui en vient vraiment à faire de sa société presque un désert, et ça donne des désastres. Alors, il n'y a pas que les régimes, puisque l'invasion de l'Irak, c'est autre chose. On sait encore, c'est un désastre venu de l'Occident. Mais voilà, je pense que sur l'Iran, c'est très frappant. Le cinéma iranien a gardé une vitalité très, très forte, très créatrice, très originale, très créatrice, y compris dans une esthétique très particulière. Et là, on voit quelque chose qui oblige à se décentrer. On se dit, c'est effroyable, c'est un régime islamiste. Il n'y a pas, par exemple, on pourrait comparer, est-ce qu'il y a un cinéma saoudien Voilà, ben non. C'est une cinéaste saoudienne qui a fait un film il y a quelques années et qui a forcé, par le succès de son film dans les festivals internationaux, à faire qu'il y a eu des salles de cinéma qui ont ouvert. Il n'y a carrément pas de salle de cinéma. Pardon, très bien. Alors là, c'est un cas extrême où c'est un artiste. C'est la société qui fait l'industrie. En fait. C'est particulier. Ah, c'est bien. Maintenant, j'ai vu La Loi de Téhéran. C'est un film policier. Hein. Oui. Ah, c'est magnifique comme film. Il faut le voir. Hein. Ah non, j'étais très étonné, moi, quand je l'ai vu, ce film. Je l'ai vu en Italie. Et j'ai trouvé étonnant que, effectivement, l'État iranien permette la réalisation de ce film. Puis il y a plein de moyens. Hein. Ah, c'est super film coréen, genre Les Infiltrés. Non, non, mais vraiment, quand vous allez voir ça. Alors, à l'inverse, Le Caire confidentiel, qui est un film policier qui veut traiter de la révolution, la place Tahrir et tout, etc., a été fait et produit par au Danemark, par des gens exilés, et tourné en Maroc, etc., qui est un très bon film aussi. Enfin, qui fonctionne en tout cas pour moi. Non, mais La Loi de Téhéran, il faut vraiment voir ce film. Moi, j'étais très étonné. Qu'ils aient permis même de faire un film comme celui-là, plein d'actions, plein de trucs, de critiques, vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vous qui avez... Et le film saoudien, pour ma culture, puisque je vais aller voir La Loi de Téhéran, et le film saoudien qu'il faut que je voie, il s'appelle... Oui, Vajda. D'accord, très bien. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille en Arabie Saoudite qui vit à l'extérieur avec toutes les lois absolument contraignantes et qui, chez elle, joue à la console et a une vie tout à fait normale. Et en fait, elle a un rêve qui est de faire de la bicyclette, ce qui est totalement interdit aux filles en Arabie Saoudite. Et tout le film repose là-dessus. Et si vous avez l'occasion de le voir, parce qu'aujourd'hui ça risque d'être en DVD ou en Blu-ray, je vous recommande le making-of, où on voit que la réalisatrice, en fait, n'était jamais dans la même pièce que ses acteurs masculins, puisque c'est effectivement interdit. Donc ça veut dire aussi qu'elle a dû aussi surmonter cette épreuve pour faire son film. Donc c'est vraiment... Et en plus, symboliquement, c'est assez fort que la première personne qui réalise un film en Arabie Saoudite soit une femme. Ça, c'est une grande victoire, quand même. Puis ce qui est bien, c'est que nous, les acteurs, l'ont pas emmerdé. Hein. À avoir des répliques en plus, à se plaindre du costume, c'était très bien. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des... N'hésitez pas, profitez-en. Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai juste une remarque. Effectivement, il y a quand même un constat qui est terrible, mais le combat, c'est quand même un éternel recommencement. Et le cinéma en fait partie, en fait. Ça reste quand même une arme pour toucher un public très large. Et même si on est découragé, je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant, parce que c'est comme des déséquilibres pour lesquels il faut lutter et il faut affirmer à nouveau nos valeurs. Et le combat du cinéma en fait partie. Mais des fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu désespérant parce que bon, quand je fais Indigène, c'est un énorme succès et tout. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, une avancée. Bon, bah, il se passe 10 ans, on voit où on en est là avec le débat aujourd'hui. Des fois, je suis déprimé, quoi. Ouais, Je me dis, on a fait le film. Et puis, c'est le public, c'est en France, les millions de gens, plus de 3 millions de gens sont allés voir le film. On se dit, bon. Et puis, ça a été vu à la télévision. On se dit, il y a quelque chose qui est posé, une pierre. Maintenant, il faut en mettre une autre. Puis après 10 ans, je me dis, mais cette pierre, où elle est ? Voilà, c'est pour ça que des fois, c'est difficile. Effectivement, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Mais par moments, on se dit, mais merde, alors de cette pierre, il reste quoi ? Un gravier ? Un gravillon, on dit. Il reste un gravillon, voilà. Bon, c'est d'accord, il peut rester un gravillon, mais... J'aimerais la pierre qu'on a posée, quand même. Oui, monsieur ? On a primé dans un festival un film superbe sur le maire de Riace, qui a accueilli des migrants et qui a fait revivre son village grâce à cette main-d'œuvre qui arrivait. Ce film avait en plus la particularité de mettre en scène une grand-mère dont la famille avait émigré en Lorraine. Et donc il y avait un jeu croisé sur la migration, l'accueil en France des migrants, et ce maire qui finalement ouvrait son village pour le faire revivre grâce à la migration. Il a fait d'ailleurs autour de lui pas mal d'exemples. Le public qui a vu ce film-là a eu une leçon sur l'accueil, on va dire, hein, formidable. Et cette réception, finalement, et ce que j'ai entendu tout à l'heure, le fait qu'on grandit aussi en voyant ces images, n'a pas, à mon avis, été affecté quand la semaine dernière, en ouvrant le journal, j'ai vu que le maire venait d'être condamné à 13 ans de prison, plus qu'un mafieux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être ma réaction, elle est à la fois de grande colère. Voilà, je n'ai pas suivi, mais je sais qu'en Italie, les manifestations se sont rassemblées pour le défendre. Mais quel que soit le verdict de la réalité, ça ne change rien à l'impact que ce film a eu sur le public qu'il a vu. Mais on revient à ce qui est un peu le refrain de notre conversation, c'est-à-dire que c'est quoi un temps de crise ? Il y a un vieux monde qui ne veut pas mourir. Il va mourir. Ce monde de la nation, ce monde de l'égoïsme, ce monde... on le voit, tout ce qu'on raconte sur les questions économiques, sur les questions écologiques, sur les questions etc., sur la corruption. Ce monde est condamné. Il est condamné.
Mais ceux qui en profitent de ce monde ne veulent pas qu'il meure, ce monde. Du coup, ils sont méchants. Hein, c'est ce qui se traduit quand il y a des révoltes populaires. C'est pas propre à la France. Ils savent qu'ils sont condamnés, mais ils veulent pas. Ils sont court-termistes. Hein, ils ne pensent qu'à eux. Hein, voilà, ils veulent absolument. Ils s'accrochent avec cette violence, la violence de ce tribunal, cette peine. Il a fait appel, mais cette peine est folle. 13 ans et 1,5 million, 500 000 euros d'amende. Bon. Et puis à côté, il y a un nouveau monde. C'est de ça dont nous parlons ici, et que votre festival montre, y compris dans une région qui a autrement dégusté que nous, j'allais dire, hein, dans le monde arabe. Hein, regardez le sort du Irak algérien aujourd'hui, regardez les journalistes emprisonnés au Maroc, je prends que ça, regardez le coup d'État à froid qu'a fait le président tunisien, je prends juste le Maghreb tout près. Hein, voilà. Hein. Donc, il y a un nouveau monde. On était en sortant du train, je crois que le documentaire est diffusé actuellement avec un cinéaste libanais sur le mouvement d'octobre, les 4 mois où toutes les divisions confessionnelles sont tombées dans un soulèvement du peuple libanais sur la corruption, la prévarication. Donc partout dans le monde, il y a eu ça. On parlait de l'Iran, mais avant les printemps dits arabes, en 2009, il y a la révolution verte. Hein. Il y a tout ça. Donc à chaque fois, il y a un nouveau monde, il est là. Les pousses sont là, elles sont fragiles, mais il est là. Bon. Alors, vieille formule, le monde qui meurt, le nouveau monde qui tarde à naître, dans cet entre-deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Formule d'Antonio Gramsci, un italien encore. En clair, dans cet intervalle surgissent des monstres. Bon. On est dans ce moment-là. Quel est le piège qui nous est tendu? C'est d'être comme les gorgones. C'est Méduse est la plus célèbre hein, dans l'Antiquité, c'est-à-dire que vous avez 3 divinités, et Gorgone était un peu humaine aussi, et si vous croisiez son regard, Méduse était humaine, vous croisiez son regard, vous êtes paralysé, vous êtes tétanisé, vous ne pouvez plus bouger. Bon. Donc le piège, c'est qu'on regarde la catastrophe et qu'on soit tétanisé. Bon. Je pense que ce dont nous parlons là, et c'est ça la force que nous donne le cinéma, c'est sortir de ce piège et de se dire, ok, c'est mal barré. Ok, ce vieux monde est méchant et c'est lui qui a la force pour l'instant et les petites pousses, elles sont fragiles. Mais on va y aller quand même, ce que vous disiez, on va faire quand même. On va agir quand même, on va accueillir, on va dire non. L'ombre gagne, oui, l'ombre gagne. Mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Aimé Césaire, 1941. Oui, là-haut. On peut parler des films qui s'adressent plutôt à un jeune public. Et je voulais signaler à ce moment-là de la semaine dernière La Traversée, un film d'animation qui raconte l'itinérance d'un frère et d'une sœur chassés de leur pays par une dictature. C'est magnifique, c'est juste le signaler. Oui, monsieur signalait effectivement qu'il existe également des films pour un jeune public, notamment La Traversée de Florence Miaille, qui est sorti la semaine dernière, qui raconte effectivement une sorte de cavale à travers plusieurs pays de 2 enfants, et comment ils vont devenir finalement adultes au fil de leur aventure. C'est dans un graphisme dont on pourrait dire qu'il est inspiré un peu par Marc Chagall. Mais il y a régulièrement des films d'animation. Il y avait eu Josep qui parlait de l'enfermement dans les camps dans le sud de la France des Espagnols. Et puis, Jean-Philippe, je ne sais pas si tu te souviens, ce film qui met en scène une petite fille qui était obligée de se déguiser en garçon sous le régime des talibans. Son titre m'échappe. C'est Les Hirondelles de Kaboul. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, il y a de plus en plus, d'ailleurs, c'est vrai que le cinéma d'animation déjà est décloisonné, parce qu'on parle moins de cinéma pour enfants, parce que maintenant, aujourd'hui, il est assez... il est politique, c'est ça. Oui, mais il arrive à être justement engagé politique. Il y avait eu un film d'animation formidable sur la question d'Israël et de la Palestine, Bachir, vacances. Valse avec Bachir. Valse avec Ah oui, qui a été formidable. C'était pas tout à fait pour le jeune public. Non, mais c'était ce que je veux dire, c'est qu'y compris les techniques du cinéma d'animation gagnent aussi un cinéma qui pose les questions politiques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le même réalisateur israélien vient de faire un film sur Anne Frank. Ah d'accord.
Harry Folman s'appelle Voilà. le réalisateur. Ce sont des bibles, hein, ils savent tout. Hein. J'apprends. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres réactions? Est-ce que vous percevez, au travers de la sélection d'un festival comme celui de FAMEC, par exemple, qu'il y a justement une interpellation politique? Oui. Moi j'ai connu le festival en 1992, il y avait moins de 500 spectateurs à l'époque, et aujourd'hui je suis fière de ce festival qui a donné un grand, au-delà du nom qu'il y a aussi le message qui est passé. Beaucoup de films m'ont marqué, dans le Gaune du Shabbat surtout, parce que ce film-là, je ne dirais pas que c'est mon histoire de façon directe, et il y a eu tellement de messages un peu... il y a eu beaucoup de messages de tabous dans cette histoire-là, en fait. Ces ouvriers qui n'ont jamais exprimé ce qu'ils ont vécu, ces femmes, ces enfants aussi, l'illettrisme, l'analphabète. Et quelque part, c'est les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes immigrés, c'est un combat. C'est aussi une revanche dans nos études, dans notre travail, dans notre quotidien. Et grâce à ce festival, je pense aussi qu'on sort de l'ombre. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Je crois que le micro marche pas en fait. Si. Et celui-là non plus? Non. Non, c'est dommage que les gens n'aient pas pu entendre ce que vous avez dit parce que c'était, ça me semblait très, très juste. Vous voulez que je le redise à la place de... Non, mais c'est compliqué. Mais attendez, je vais vous apporter mon micro, ça va être plus simple. Je disais juste que ce festival, je l'ai connu depuis 1992, avec 500 spectateurs au départ, et que grâce à ce festival, il véhicule des messages importants. Il véhicule des choses vraies de la vie de tous les jours. Le film qui m'avait marqué, mais il y en a plein d'autres, mais j'en cite un, qui est le Gaune du Shabbat. Et que dans ce film-là, on peut s'y retrouver chacun d'entre nous, mais avec même différentes nationalités, pas que des Algériens en l'occurrence dans ce film-là, mais je pense beaucoup d'autres immigrés, des Italiens, etc. Et que dans ce film-là, il y a eu des tabous, et que ces jeunes, à travers ce film, ça a été une revanche dans celui qui a écrit le livre, voilà, qui a été aussi très, voilà, qui a été proche d'un président, d'un ministre, etc. Je pense qui a été malmené, maltraité aussi au sein de l'équipe politique. Et je pense que ce festival aide ces jeunes de sortir de l'ombre. Voilà ce que je voulais dire. Bravo. Moi, je voudrais rebondir pour savoir. Vous pensez que Il y a un petit bouton rouge. Il faut appuyer. Il y a un bouton. Je vous passe le mien. Voilà. Le mien marche. Oui, donc je trouve qu'il y a une question qui se pose, c'est quel est l'avenir du cinéma politique? Est-ce que vous pensez que la forme va évoluer? Est-ce que l'accessibilité va grandir également? Parce que ce que vous avez dit sur la diffusion, c'est effectivement un vecteur fondamental. Sinon qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'Internet permet à des gens qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont créé des choses, de se faire entendre et de se faire voir. C'est aussi une réalité, ça. J'ai vu récemment un film sur YouTube dont j'étais étonné parce qu'il se trouve que c'est un film qui s'appelle Été 85. Donc je me suis dit, tiens, c'est curieux, il y a le film de François Ozon. Ça n'avait rien à voir, c'était un autre film. Et j'ai vu qu'il avait été vu, je crois, par 500 000 ou 600 000 personnes. 500 000 ou 100 000 entrées pour un film aujourd'hui, c'est un beau score, quoi. Or, ce film, il est réalisé par quelqu'un d'inconnu, avec des acteurs inconnus, mais il est professionnel. Donc est-ce que du coup c'est pas aussi une chose avec laquelle on doit compter dorénavant? Avec YouTube ou avec le cinéma politique? Non, les deux. avec les deux. Internet comme moyen de diffuser le cinéma politique et de le faire sortir de ghettos éventuels. Moi je suis un peu de la vieille
France. Moi, je préfère la salle de cinéma, la rencontre comme ça avec les gens. Et je crois que c'est plutôt là que ça va se passer. Moi, je ne crois pas du tout en avenir. On voit bien avec la nouvelle, toutes ces nouvelles plateformes, et tout, on ne sait plus où on va. Est-ce que c'est une vraie guerre pour éliminer le cinéma ou qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est notre futur? Je ne parle pas de moi en tant que cinéaste, je parle des gens qui aiment le cinéma. Vers où on va? Donc, je crois qu'il faut résister. Et là, je suis moins désespéré que tout à l'heure. Il faut résister dans le fait qu'on doit garder nos salles de cinéma. Ça va peut-être devenir dans 2 siècles un musée. J'avais vu un film qui s'appelle Le Soleil Vert, où tout d'un coup, le personnage avant de mourir, dans ses dernières minutes, il voit ce qu'était le monde, la nature. Bon, alors est-ce que nous, avant de mourir, un jour, on va nous montrer un film de Vanille et Fraise, là, de Gérard Houry, La Grande Vadrouille? On doit garder ça. Il y a quelque chose qui se met en place qui est très, dont je ne suis pas certain, mais qui est d'éliminer la possibilité que les gens soient ensemble dans une salle, comme maintenant, et de ressentir ensemble une même émotion en même temps dans le noir. Ça, c'est l'idée qui est en route aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers là? Et ça, c'est politique, je dirais. Donc c'est même plus, faut-il faire des films politiques ou pas, c'est le cinéma doit-il encore exister pour permettre à chacun aussi d'aller voir le programme qu'il désire, mais avec quelqu'un d'autre, pas seul chez soi, et de s'arrêter tous les quarts d'heure. Je parle de mes enfants, voilà, point. Mais là, on fait le grand saut entre le cinéma politique et la politique du cinéma. Oui, oui. Et là, petite divergence, là, je parle depuis une expérience où, avec Mediapart, on a essayé de défendre la tradition d'un métier qui était normalement dans le cadre de l'imprimé, de la presse quotidienne imprimée, dans le cadre de l'univers numérique. Je suis d'accord avec ce que dit Rachid Bouchareb sur le fait qu'il y a une offensive avec les GAFAM, avec tout ce qu'on sait, le système économique qu'il y a derrière. Mais je ne crois pas qu'il y ait une fatalité technologique. L'histoire de Mediapart nous montre, de notre point de vue, qu'en fait, l'ère du numérique, c'est aussi la multidiffusion. Qu'en faisant un journal numérique qui essaye d'être de qualité, ça produit aussi des livres, ça produit des bandes dessinées avec la revue dessinée, ça produit la diffusion de films. On diffuse 3 documentaires par mois qu'on relaye avec des partenariats. Et au fond, sur la presque quinzaine d'années de cette expérience, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été contradictoire avec des phénomènes où, en défendant au cœur d'une révolution de la modernité qui modifie notre communication, mais qui est pleine de promesses démocratiques, de partage sans frontières, il y a des monstres avec tout ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux et autres, et en même temps, il y a des savoirs et des informations qui se partagent. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, sur ces 15 ans, on s'aperçoit que la librairie n'est pas si en crise que ça, le secteur de la librairie, et que, justement, dans cet univers où il y a en même temps cette communication virtuelle, je dis souvent, le virtuel, c'est du réel. Et d'ailleurs, quand on parle du harcèlement en ligne, quand on parle, etc., c'est rappeler, attendez, c'est pas quelqu'un de virtuel que vous avez, il y a quelqu'un de vrai là derrière, quand on défend une sorte d'éthique de la communication en ligne. Les librairies, on le voit avec les librairies indépendantes, tout ce qu'elles font. Les salles de cinéma, alors là, il y a eu l'expérience de la crise sanitaire, mais moi, je suis assez copain avec des copains que, notamment... celui qui avait fondé les réseaux des salles Action à Paris, des salles Jean-Max Cos, qui est une figure historique comme ça. Bon, voilà, ils défendent toujours, et puis des débats, des rencontres, des trouvailles, etc. Et puis même un phénomène qui est récent. Vous avez remarqué la renaissance du vinyle et le fait qu'il y a des boutiques pour vendre des vinyles. Tout d'un coup, réécouter le vieux son qui est avec l'aiguille, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est une bataille, pour revenir à notre sujet, c'est une bataille politique. C'est pas les tuyaux qui font la politique. C'est pas la technologie qui fait la technologie. Elle n'a pas une fatalité en soi. C'est aussi la bataille politique qu'on y mène, quelle éthique on y mène, quels usages sociaux on y défend. Et c'est là où il y a
un enjeu qui est notre mobilisation, ce qu'on demande quand on discute sur la question de... On voit bien qu'actuellement, c'est un scandale du côté des pouvoirs publics, leur impuissance par rapport à des situations d'oligopole économique, mais qui ont une conséquence dans l'univers médiatique et du cinéma, hein, puisque les chaînes qui diffusent aujourd'hui les horreurs dont nous parlons sont la propriété de celui qui a pris le contrôle de Canal+, qui était le premier acteur du cinéma depuis les années 80. Donc c'est le même univers, hein, et qui s'enrichit aussi par l'exploitation de l'Afrique, et tout ça est lié. Hein. Un livre vient de sortir, hein, qui est sur la France-Afrique, qui est au Seuil, qui raconte ça. Donc c'est une bataille politique. Tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la diffusion, sur la production, sur la pluralisme, sur la diversité, on devrait agir pour empêcher, quand on pense, je vous donne un exemple dans mon secteur, les aides publiques, nous on refuse, hein, mais les aides publiques à la presse, tous les journaux aujourd'hui et les médias, parce que sont propriétés de milliardaires qui ont une activité extérieure à l'information, ils sont richissimes. Ils sont richissimes. Donc si leurs journaux ont des difficultés, c'est à eux de mettre au pot. Non, il y a des aides directes. Un quart des aides directes versées par l'État français tous les ans va à 2 journaux, le premier quotidien économique et le premier quotidien populaire, Les Échos et Le Parisien, qui sont la propriété de Bernard Arnault, le héros de Merci Patron, l'homme le plus riche d'Europe et la 4e fortune du monde, et qui a fait sa fortune, on le sait, avec l'aide de la puissance publique, en dépeçant l'univers du textile, etc. Donc voilà, c'est des vraies questions politiques qui renvoient à un écosystème et sur lesquelles on doit pouvoir agir. Quant à la question, pensez-vous qu'est-ce qui va advenir, je voudrais juste dire ça. Moi, j'ai toujours dit, les journalistes sont interdits de futur. Si on commence à prédire le futur, ça veut dire, pour reprendre une vieille tradition qui est dans l'Ancien Testament, ça veut dire que l'homme se met à la place du Messie, de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quand le Messie va arriver. Le Messie laïque, c'est l'événement, c'est l'inattendu, c'est le sursaut, ce qu'on disait tout à l'heure. Bon. Donc si on commence à vouloir prédire l'avenir, on n'est plus attentif à l'inédit, à l'inattendu, à ce qui peut surgir. Et donc, voilà, et espérons que l'inattendu puisse être une bonne surprise. Vous me faites penser à un des plus beaux films sur la presse que j'ai jamais vu, qui est C'est arrivé demain de René Clair. J'adore, ouais, j'adore. Voilà, dans lequel un homme reçoit tous les jours le journal du lendemain, jusqu'au moment où il reçoit un numéro du journal qui annonce sa propre mort. Donc il commence à évidemment paniquer. Mais je vous laisse découvrir la surprise. Voilà, exactement. Voilà. Je crois qu'il faut que nous arrêtions ici. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.